Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués parlementaires, chers invités, l'ordre du jour de cette plénière se présente de la manière suivante. 1. Dossier contrat de construction du marché central Zando. 2. Sortie du gouvernement d'union nationale. En troisième position, présence de Joseph Kabila à Goma et les sanctions contre ses biens et sa formation politique. Honorable Président, vous avez la parole pour l'ouverture de la plénière. Cette plénière a l'honneur de recevoir les députés honoraires provinciaux et cadres d'ensemble de Moïse Katumbi, l'honorable Maïm Kebaye, pour échanger sur les points inscrits à l'ordre du jour ici évoqués. Et donc nous allons commencer par le dossier contrat de construction du marché central Zando. Notre invité va nous entretenir sur pourquoi il s'attaque à ce contrat, quelles sont les failles, qu'est-ce qu'il veut exactement dans sa démarche et pourquoi qualifie-t-il ces contrats des contrats léonins. Honorable Mme Kebaye, vous avez la parole pour 10 minutes afin de nous circonscrire le dossier autour de ces contrats. Je suis très flatté de me retrouver devant ces parterres de parlementaires et très flatté et je crois que nous sortirons d'ici tous édifiés. J'ai été député provincial de Kinshasa pendant 5 années, donc je sais de quoi je parle quand j'évoque la question du contrat Zando. La première défaillance et la plus grave, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres au départ de ce contrat. Et vous savez que la législation en matière au niveau provincial, chez nous notamment à Kinshasa, impose que pour tout marché au-delà de 95 millions de francs congolais, 95 millions de francs congolais, qu'il faille passer par un appel d'offres. Appel d'offres ouvert, donc ordinaire, ou appel d'offres restreint. Il n'y a pas eu appel d'offres. Et c'est un PPP, donc un 3P. Un 3P signifie partenariat public-privé. Pour qu'un partenariat public-privé passe au niveau provincial, il y a d'abord à obtenir au préalable la caution de l'Assemblée provinciale. C'est ce qui a été fait quand ils ont mis en route un projet appelé Métro de Kinshasa. Vous connaissez ces projets-là. Ils nous ont amené les statuts, quoique c'était des statuts pas légalisés, donc que nous ne devions pas examiner, mais ils les ont quand même amenés et l'Assemblée avait statué là-dessus et donné son cutus pour la création de cette entité-là. Donc quand il s'agit d'une entité de l'ordre de société d'économie mixte, donc un partenariat entre l'État au niveau provincial et les privés, il faut nécessairement passer par la caution de l'Assemblée provinciale. Donc, ces deux points-là n'ont pas été accomplis, n'ont pas été remplis. Mais qu'importe, ce n'est pas ça le problème. Mais par la suite, qu'est-ce qui a indigné Moukibaï? Les informations aujourd'hui, et nous n'avons jamais été démentis par le parti concerné, dont notamment par la ville de Kinshasa et par la société Sojima, les informations en notre possession nous font savoir que ce contrat est un contrat de partage des recettes. Sojima est actionnaire avec l'hôtel de ville de Kinshasa, mais il y a un troisième actionnaire qui est là-dedans, nous ne savons sur base de quel apport. C'est la banque Sofibank. Sofibank joue un rôle clé dans cette affaire. C'est Sofibank qui a prêté de l'argent à Sojima pour construire le nouveau Zando. Mais ce n'est pas Sojima qui a garanti les prêts. Parce que vous savez, un prêt bancaire est toujours garanti. Donc la banque doit toujours se prémunir dans le cas où les choses ne tournent pas comme il est prévu pour qu'elle ne perde pas la banque. Donc, mais ce n'est pas Sojima qui a apporté les garanties. Sojima n'a apporté que la caution morale. En tout cas, quand vous écoutez, vous entendez l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poïdi, Sojima a apporté la caution dans un contexte où la ville de Kinshasa n'était pas crédible auprès des institutions financières et bancaires du fait qu'elle était indexée par la Banque centrale du Congo. Sojima apporte donc la caution morale, rien que la caution morale. Je ne sais laquelle cette caution morale, parce que Sojima n'est pas une entreprise connue ici, et je ne sais même pas si par le monde Sojima a une réputation qui permet à Sojima d'étendre ses bras au-delà
de ses frontières à elle. Je ne sais pas si c'est une entreprise installée à Kigali ou à Paris. C'est une entreprise un peu opaque, floue, on ne comprend pas. Mais je me demande, cette caution morale repose sur quoi? Soit elle a apporté cette caution morale. Mais c'est la ville qui garantit les prêts. La ville garantit les prêts d'abord par un compte séquestre de 20 millions de dollars. Placé chez Sophie Bank. Et ensuite, c'est la ville qui nantit sa principale taxe, la taxe sur la consommation, c'est ce qui est prélevé sur chaque boisson que nous prenons, l'eau minérale ou un coca, une bière, toutes les boissons que nous prenons, il y a quelque chose qui est prélevé là-dessus. Ça constitue la taxe sur la consommation et c'est la principale taxe dans la ville de Kinshasa. On a aussi des impôts qui sont importants comme l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt foncier. Mais du côté des taxes, la taxe la plus importante, c'est celle-là. Et donc la ville a nanti sa taxe. La nantir, ça signifie qu'elle a logé le compte-receveur de cette taxe à la Sophie Bank et que la Sophie Bank se sert à la source. Ce qui est interdit, ce qui est illégal. Parce qu'il faut que l'État lui-même entre en possession de ses ressources et qu'ensuite les affecte. Mais là, elles sont préaffectées et c'est illégal, c'est interdit. Qu'importe. Donc, la ville a nanti sa taxe à hauteur de 800 000 euros par mois. Donc, depuis 2023, donc chaque mois, Sophie Bank soutire à la source 800 000 euros en remboursement de son crédit. Donc, vous pouvez vous imaginer ce que ça fait déjà. Donc, on a déjà remboursé une grande partie de cette dette-là, de ce crédit-là qui est de l'ordre de 55 millions de dollars. Mais alors, vous avez ici un actionnaire, ville de Kinshasa, là-bas Sogema. Sogema n'apporte rien qu'une caution morale. Mais dans le contrat de partage des recettes, donc le contrat de gestion du marché central, c'est Sogema qui gère de manière exclusive, sans associer la ville de Kinshasa. Et pour ce qui concerne les recettes, 79% de recettes reviennent à Sogema et la ville de Kinshasa devra se contenter de la portion congrue de 21%. Et sur 25 ans, vous vous imaginez un peu. Donc, ça signifie que les bons de logement de Sogema sont venus ici sans prendre aucun risque, sans investir un rond, mais ils toucheront des millions de dollars chaque année. Donc, ils peuvent aujourd'hui se reposer tranquillement, prolonger leurs jambes sur la table et attendre l'alerte de la banque à la fin du mois pour dire, ah, tiens, ça y est, je mets 800 000 dollars encaissés. Et ça, c'est très grave quand même. Et alors, Sophie Bank, elle est actionnaire en quoi? Des questions ont été posées. Sophie Bank se rétracte, dit, si vous me payez, si vous me remboursez, je sors de l'actionnariat. La question n'est pas de sortir, mais comment vous y étiez entré? Au nom de quel apport? Parce que participer à un capital signifie qu'en amont, il y a eu un apport. Mais quel est l'apport? Et ça paraît très flou que l'emprunteur lui-même participe à l'actionnariat. Donc ça paraît très suspect, très très suspect. Et les dernières informations que nous avons, ce n'est pas 80 000 étalages comme cela a été mis en avant, vanté, c'est 10 000 étalages. Avec ces risques, si ce n'est pas 80 000 et que c'est 10 000 étalages, il y a risque que les bails de 25 ans soient prolongés. Parce que le bail de 25 ans a été discuté et conclu tenant compte des recettes qui peuvent permettre le remboursement ou en tout cas que Sogema obtienne son retour sur investissement dans les 25 ans. Donc si c'est plus 80 000 étalages et que c'est 10 000, donc on peut aller encore plus loin, à 50 ans. Ce qui n'est pas normal. Et c'est comme ça que moi j'ai porté ce combat. J'ai dit, ah non, c'est inadmissible. Ce que moi je demande, ce que moi je cherche, c'est de mobiliser le Kinois. D'abord en collectant des signatures sur une pétition pour une révisitation de ces projets. Donc, une fois que nous aurons réuni ces signatures, ensemble avec les Kinois qui m'auront accompagné dans ce combat, nous allons présenter cette pétition à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui en ce moment-là va se retrouver dans l'obligation de nous répondre dans les délais établis au terme de la Constitution de la République. En tout cas, va se retrouver dans l'obligation d'inscrire cette question à l'ordre du jour de l'une ou l'autre de ces plénières. Donc, c'est cela la démarche. Mais pire encore, l'année précédente, je ne le dirai pas ainsi, mais il y a eu une arnaque contre les Kinois. Sogema a lancé un appel pour appeler tous ceux qui étaient désireux d'avoir des tables, des étalages au marché Zando, de passer souscrire. Cette souscription était opérée en contrepartie de 50 $. Et il n'y a pas eu de preuve de paiement.
pour dire que monsieur, vous avez payé $50, voici la preuve. Vous remplissez juste une formulaire et c'est fini. Et ceux qui ont souscrit m'ont dit à moi qu'il y avait plus de 50 000 souscripteurs. Faites les calculs, 50 000 souscripteurs ou plus, fois $50, ça fait combien? Et c'est depuis une année. C'est une grosse arnaque, ça. Vous ne savez pas quand vous allez inaugurer votre chantier, mais vous prenez aux pauvres Quinois $50 par tête, et sous prétexte que c'est pour déjà souscrire. C'est très grave. Et allons-y maintenant sur les caractères même social de ces Zando. Ces Zando, c'est le plus grand projet. C'est la plus grande entreprise de la ville de Kinshasa. À l'époque, tous ceux qui y allaient et tous ceux qui tournaient autour, ça faisait à peu près 30 000 personnes, selon les propres chiffres de la ville de Kinshasa. Mais le nouveau Zando en chantier, ce n'est plus ces Zando-là à caractère social où ma mère ou ma soeur peut obtenir un étalage et aller vendre les matembele ou les bitekutegu. Pourquoi? Parce que maintenant, ce sont des magasins de luxe. Le plus petit étalage, 1,20 m, c'est à peu près cette distance ici. Le plus petit étalage d'1,20 m sera vendu à $400. Vous l'achetez à $400 et vous devez payer un loyer mensuel de $60. Alors la maman Bitekutegu, la maman Pondou, elle n'a plus le droit de citer dans ces nouveaux projets-là. La preuve d'ailleurs que ceux qui étaient là dans le marché n'y retourneront pas. Ils n'ont jamais été inventoriés. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila en son temps n'a jamais inventorié toutes ces mamans, tous ces papas, tous ces jeunes. Non, ils n'ont jamais été inventoriés. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que demain, quand ce nouveau Zando, qui est plutôt galerie de luxe, qu'on va ouvrir ces chantiers-là, donc vous aurez ces magasins de luxe, Zando, et vous aurez le deuxième Zando qui est d'ailleurs en activité aujourd'hui, toute le rue riveraine, là, Rwakadingi, Kato, ces mamans-là, ces papas-là ne partiront pas de là. Alors, un projet, c'est bien bon, il faut 2 projets pour faire avancer le Congo. Mais un projet est perçu dans l'intérêt des Congolais avant tout. C'est quoi ces projets qui va ouvrir, mais qui va laisser beaucoup de Congolais en marche, sur les carreaux? Des dizaines de gens, des dizaines de milliers de Congolais qui trouvaient leur revenu sur cette place-là sont aujourd'hui marginalisés. C'est ce qui explique mon indignation. C'est pourquoi je me suis dit, je me lève, je me dresse contre ces projets et que ces projets soient révisités à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aux dernières nouvelles, mais je l'ai dit avec beaucoup de réserve, aux dernières nouvelles, j'ai appris que il y aurait eu quand même que l'autre partie, l'entreprise contractante, l'entreprise qui porte tout le projet, aurait lâché un peu du lest en acceptant de renégocier, de discuter, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Si c'est le cas, j'encouragerais beaucoup ces discussions-là. J'ai appris ça de manière informelle et je l'ai dit avec donc beaucoup de réserve. Donc c'est cela en gros le projet Zando, marché central de Kinshasa. Donc je peux me rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir le temps de... Merci beaucoup. D'avoir les questions, nous allons prendre une série de 3 parlementaires. L'honorable va revenir répondre. Ainsi de suite, pour qu'on passe à un autre point inscrit à l'ordre du jour. Nous allons inviter l'honorable Aboubakar pour son intervention et l'honorable Aksanti se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, tout en saluant l'engagement social de notre invité, l'honorable Mike Mukebai, ainsi que sa détermination à faire la lumière sur les contrats relatifs à la reconstruction du marché central Zando. Je souhaiterais lui soumettre ces 3 préoccupations au nom de la rigueur et de la responsabilité qui doivent guider nos débats. Voici ma première préoccupation. Nous aimerions savoir si l'honorable a-t-il eu connaissance ou encore accès de manière formelle, complète et officielle au contenu du dit contrat qu'il critique, ou simplement son analyse repose-t-elle principalement ou essentiellement sur des rumeurs, des fuites ou d'autres sources non officielles. Ma deuxième préoccupation
Dans l'éventualité où il n'aurait pas consulté les documents officiels, pourrait-il nous dire les sources sur lesquelles il tire ou il fonde ces allégations afin que nous puissions en évaluer la crédibilité ou la fiabilité? Et in fine, ma troisième et toute dernière question. Et si, par impossible, l'honorable Mike Mukebai n'a pas pris connaissance du contrat et ne peut révéler ses sources, ne devrions-nous pas conclure qu'il alimente alors des allégations infondées, voire même des rumeurs non vérifiées? Honorable Président, je crois que mes questions ont été posées. Honorable Aksanti, vous avez la parole pour 1 minute 30 secondes. Honorable Président, chers parlementaires, membres du bureau et mention en surbrillance au, voulais-je dire, à l'invité d'honneur, le très éminent Mike Mukebai. En tout cas, nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Il fait chaud, et heureusement pour nous, malheureusement je ne sais pas, nous avons reçu une vérité assez glaciale. Donc, on vous a suivi, vous avez parlé du marché Zando, et moi j'aimerais que vous puissiez un peu nous expliciter quelques faits. Vous étiez honorable, député provincial, au moment où ces contrats ont été mis sur la table, pendant que vous étiez en fonction. Pourquoi n'avez-vous pas pris parole en ces moments-là pour faire en sorte que ces contrats-là qui n'étaient pas scrupuleux et qui ne suivaient pas toutes les logiques contractuelles ne puissent pas aboutir à ce qui a été? Bon, on ne va pas nous mentir, nous le savons tous. On sait que Mike Mukebai et Gentini Ngobila, c'est comme la lune et le soleil. Il y a eu des chicayas qui ont éclaté entre vous. On aimerait savoir que vous nous dites précisément et textuellement sur base de quoi vous reprochez la légalité à ces contrats-là, ou sinon nous serons forcés ou poussés de conclure que c'est juste un règlement de comptes. Ensuite, c'est un constat assez acrimonieux que j'ai eu à faire. Monsieur Mike Mukebai est assez dynamique et assez expressif, mais il ne parle que du marché Zando. En tout cas, je n'ai jamais suivi les propos de Mike Mukebai sur divers sujets. Pourtant, la capitale, la ville, province de Kinshasa est livrée à une sidérante... à des sidérants méfaits, voulais-je dire. Il y a l'embouteillage, il y a les phénomènes Kuluna, mais c'est Mike Mukebai, c'était honorable que vous êtes, parce que pour nous, vous l'êtes toujours. Ce n'est pas les titres des parlementaires qui n'est plus qui va faire en sorte qu'on puisse vous appeler de la sorte. Nous aimerions que vous nous dites clairement, et sur base de la loi du 27 avril 2010 sur le marché public, pouvez-vous nous souligner les articles qui n'ont pas été respectés? Et pour équinquer ces méfaits qui est déjà d'actualité, la maison est en feu, proposez-nous une solution pour que ces contrats que vous dites handicapés, ces contrats que vous dites sidérants, ne puissent plus exister. Président, j'ai ainsi dit. Merci, honorable Aksanti. Honorable Aridia, vous avez la parole. L'honorable Miché se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires. L'honorable Mike en conviendra certainement, ces multiples sorties médiatiques à elles seules ne suffiront pas à obtenir la révision du contrat dont il est question ici. Au-delà des émissions et des plateaux télévisés, que comptez-vous faire concrètement, honorable? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour que cette révision devienne une réalité au-delà des discours médiatiques? J'ai dit honorable président. Merci, honorable Aridia. Honorable Miché, vous avez la parole pour votre préoccupation. Honorable président, chers membres du bureau, chers parlementaires, c'est pour moi un grand plaisir de prendre parole devant cette auguste assemblée. Honorable président, l'honorable Mike était député provincial lors de la législature passée. À ce titre,
une question tarote mon esprit. Pourquoi n'a-t-il pas usé de toutes ses prérogatives pour empêcher la conclusion de ces contrats? Le contrat qui a été conclu par l'ancien gouverneur Gentini Ngobila au nom de la ville de Kinshasa. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, sa démarche, aussi légitime soit-elle, c'est une démarche que devaient porter les élus provinciaux. Pourquoi? Parce que ce sont ces élus-là qui ont reçu de la Constitution ou de la loi le mandat du peuple ainsi que les outils du contrôle parlementaire. Je crois que c'est leur mission. Pourquoi vous êtes en train de porter la charge qui n'est pas la vôtre? Pourquoi vous vous arrogez une telle mission qui revient normalement à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Cela me pousse encore à réfléchir autrement. Est-ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est-elle pas complice, comme cela a été le cas pour la législature passée, surabondamment? Vous venez de nous dire ici que vous allez dresser, ensemble nous allons signer la pétition, comme vous le vouliez, et nous allons amener la pétition devant l'Assemblée provinciale, qui est tenue d'examiner la pétition et de nous répondre dans les délais. Qu'adviendra-t-il si l'Assemblée provinciale ne nous répond pas dans les délais? J'ai dit, honorable président. Merci. Vous prenez parole pour y répondre. Je voudrais d'abord vous dire combien je suis flatté par la pertinence des questions. Ça, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, je commence par l'honorable Aboubakar. J'aimerais d'abord dire à l'honorable Aboubakar que la démocratie est un exercice de prise à témoin de manière perpétuelle de l'opinion publique. C'est cela la démocratie. Je viens, je prends l'opinion à témoin, je dis il y a ceci. Et si se trouve qu'il y a des parties mises en cause, c'est aux parties mises en cause, si elles sont vraiment respectueuses de la démocratie, c'est à ces parties mises en cause de venir dire le contraire. C'est ce que je fais. J'ai eu accès à des informations, je ne peux pas vous citer mes sources. Je suis un ancien journaliste, donc je sais ce que c'est les sources. Je ne suis pas tenu de les citer ici, même si je ne suis plus journaliste aujourd'hui. Donc j'ai eu accès à un certain nombre d'informations que j'ai mis sur la place publique. Et en vertu de ces principes, de ces postulats que j'ai évoqués ici, comme quoi que la démocratie, c'est la prise à témoin de manière perpétuelle de l'opinion, vous avez suivi la réaction de Godin Poyi. Il n'a pas nié ce que j'ai dit. Vous avez suivi la réaction de Gentini Ngobila. Plutôt, peut-être que non, je suis prétentieux, laissez-moi l'être pour ce cas-ci, plutôt que Godin Poyi a conforté ma position. Il dit ceci, que si vous doutez de ce qui a été fait, de la légalité de ce qui a été fait, vous n'avez que vous en référer à l'inspection générale des finances. Elle a eu examiné ces projets et l'a validé. Mais c'est tout dire. C'est un aveu qui a eu magouille, excusez-moi d'employer un mot si fort, qui a eu magouille. Mais avant que Godin Poyi ne prenne pour témoin, pour caution dans cette affaire opaque, ne prenne pour caution l'IGF, il devait mettre en avant sa propre institution, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il devait dire, voici ce que l'Assemblée avait fait pour qu'il y ait transparence dans ces marchés. Mais l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pendant 5 années durant, alors que Godin Poyi en était le président, n'a jamais vu ce contrat. Jamais. Jamais. Et même quand il en parle, il faut lui poser la question, le contrat, il est où? Il parle de quel contrat? Encore que moi, je peux me permettre d'en parler sans vous en apporter la preuve. Excusez-moi, mais lui, il a été président, il dit contrat, mais qu'il présente ce contrat tout autant. Honorable Mike, oui. Peut-être pour qu'on ait la nuance pour les parlementaires et les spectateurs, est-ce que vous voulez dire que vous-même, vous n'avez pas lu le contrat, mais vous avez des sources qui vous ont révélé Je ne l'ai pas lu. Pourquoi? Ce contrat est une affaire d'une clique d'individus. Mais c'est cela tout le combat d'ailleurs que je mène. Vous dites même que l'Assemblée provinciale n'a pas jamais vu. Ne l'a jamais vu.
Jamais. Est-ce que vous Jamais. avez mené des démarches pour pouvoir accéder au contrat? Des débats ont été organisés. J'ai encore des vidéos ici, je peux vous les laisser. Des vidéos archives de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, quand Géry Dikala, alors député provincial élu de Kalamou, prenait la parole pour exiger que ces contrats soient examinés à l'Assemblée provinciale. Il y a eu toute une commission parlementaire qui a été mise en place lorsqu'il y a eu des événements tragiques au marché central qui ont conduit, c'était des manifestations, des marchands qui ont conduit à mort d'homme. Il y a eu une commission parlementaire qui a été mise en place pour faire la lumière autour de ces événements-là. Et cette commission n'a jamais eu accès, puisqu'elle a sollicité, elle a demandé que la ville mette à sa disposition les contrats, ça n'a jamais été fait. Mais honorable, si vous avez eu des sources sûres qui vous ont donné les contenus du contrat et que vous refusez de présenter à l'opinion ces sources-là, comment vous voudriez que l'opinion prenne avec beaucoup de fiabilité les données que vous donnez? Parce que vous donnez le prix des étalages, les coûts, les pourcentages, les taxes nantis. Comment on va fondamentalement croire, parce que vous n'êtes pas pasteur, qu'on croit à des faits aussi accablants alors que vous nous cachez les sources? Bon, allons-y alors. Quand vous êtes chez vous, le matin, vous vous réveillez, vous allumez votre téléphone, vous cherchez l'information. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des sites ciblés, vous savez que ce sont des sites crédibles. Vous y allez, ce qui est écrit, je ne dis pas que c'est parole d'évangile, mais vous prenez ça avec tous les sérieux du monde. Je pense que je suis un élu connu dans Kinshasa. Je viens avec des faits auxquels j'ai eu accès, mais à ce stade, moi, je ne peux pas brandir de preuves. Peut-être que c'est Ngobila qui m'a donné des informations pour gêner Sogema, qui vous ne les savez peut-être pas. Je ne peux pas les dire ici. Mais les informations que j'ai mises sur la place publique n'ont jamais été démenties par les parties mises en cause. Plutôt, quand vous faites des recoupements entre ce que Moukébaï a présenté au public et la ligne de défense de Jantini Ngobila et de Godin Poyi, vous vous rendez compte qu'il alimente plutôt ma position à moi. Personne n'a jamais démenti le fait que ce partage n'est pas équitable. Personne n'a démenti qu'il n'est pas équitable. Personne n'a jamais démenti qu'il s'agit d'un marché, un contrat pour 25 ans. Et d'ailleurs, il y a encore une autre source beaucoup plus crédible. Ah ben voilà. Ben écoutez, vous avez lu le dernier communiqué de l'ODEP sur le projet Zando. L'ODEP qui est une institution crédible ici. L'Observatoire de la dépense publique, vous la connaissez, vous tous je pense. Elle a dit la même chose. La même chose. Point. Mais est-ce que vous savez que l'ODEP parle de 44 millions alors que vous parlez de 55 millions? C'est 55 millions, il y a toujours des différences du fait que les projets, le contrat n'a pas été mis sur la place publique, mais donc des dizaines de millions de dollars ont été décaissés. Et encore que je vais aller plus loin que l'ODEP. L'ODEP parle de 44, moi je parle de 55 millions, mais je vous dis aujourd'hui que ce chantier n'est pas encore prêt à être livré, contrairement à ce qui se rencontre dans les réseaux sociaux. Et pour cause, le parking n'a pas encore été construit. Et je me crois même que c'est ce qui va pousser Sogema aujourd'hui à renégocier le contrat parce qu'il faut rallonger l'enveloppe. Il faut aller à 66 millions de dollars. Donc, alors, l'honorable Boubacar disait si je ne peux pas apporter ces preuves-là ici, ce serait des allégations alors infondées, ce que je suis en train de divulguer, de vulgariser, de relayer des rumeurs. J'ai dit, si telle est sa position, je m'incline. Laissons le temps au temps. Je crois que vous le verrez dans les mois qui viennent. Ce contrat-là finira bien par être porté sur la place publique. Et je crois qu'en ce moment-là, vous saurez si ce que j'ai dit est vrai ou ce sont des allégations infondées. Alors, l'honorable Accenti dit pourquoi vous n'avez pas réagi à l'époque. Mais si, j'ai réagi en plénière, comme dans les médias. J'ai porté ce combat, je le porte, je crois, depuis 4 ans. J'étais le seul élu à m'être rendu au marché central lorsqu'il y a eu mort d'homme suite à des manifestations. Le seul, excusez-moi, je ne le dis pas par prétention, j'ai restitué les faits. J'ai restitué ce qui s'est passé. Je n'étais pas un élu, je n'étais pas l'élu de Barumbu ou de la commune de Kinshasa. Ma commune est un peu plus loin du marché central. Mais j'ai toujours pensé que je suis l'élu de la ville et je porte donc les problèmes des Kinois dans l'ensemble. Ce qui m'a valu beaucoup d'attaques. On m'a présenté devant mes électeurs de Lingouala comme des députés qui s'occupent de tout sauf des Lingouala. Voyez-vous, ici, quand vous venez avec un débat, et ainsi de suite,
En réponse, vous avez des attaques ad hominem pour vous déstabiliser. On vous attaque sur votre personne. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a dit que j'étais un député Zododo et tout, que j'avais un niveau intellectuel très bas parce que je suis un gradué, moi. Je n'ai pas un diplôme de licence. Il semble qu'au Congo, quand on est gradué, on est un petit intellectuel. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à la télé de moi? Pourtant, j'ai fait mes preuves, moi, sur le plan intellectuel. J'ai été journaliste pendant 25 ans ici, dans le plus grand média de Kinshasa, avant de créer mon propre média, et qui a été un grand média, qui a été très, très suivi. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais je réponds donc à l'honorable Aksanti. J'ai multiplié des initiatives. Mais vous savez ce que c'est d'être député de l'opposition au Congo. Vous avez une voix sur 48 ou sur 45. Lorsque les débats ont été menés, à la fin, vous passez à quoi? Au vote. Votre voix est minoritaire. C'est ça le problème. J'en ai souffert pendant tout le mandat. Mais en tout cas, j'ai porté ce combat en tenant compte de ce qui était faisable à mon niveau. Règlement des comptes. Je ne pense pas qu'il y ait règlement des comptes. C'est vrai, ça a l'air d'une inimitié personnelle entre Ngobila et Moukébaï. Puisque Moukébaï parle de Ngobila réplique, et des fois on en arrive à des attaques, ainsi de suite. Mais je crois que chaque fois que j'ai eu à parler de Ngobila, je parle de sa gestion. Je n'ai pas dit ici Ngobila, sa femme, ses enfants. Je ne parle pas de la vie privée de Ngobila, normal, hein. Il ne faut pas que ça soit pris pour une inimitié personnelle, non. Je parle de la gestion, il a géré le marché. C'est le plus gros contrat de son mandat. Le plus gros, il l'a fait dans l'opacité. Je ne demande que la transparence. Rien d'autre. Mais je ne sais pas pourquoi ça irrite. De demander la transparence, ça irrite. Je ne comprends rien. J'ai vu Godin Poyi monter sur ce grand chevaux, traiter ceci de cela ou quoi. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de l'ODEP à l'encontre de Godin Poyi. Il dit, quand l'insulte prend le dessus sur l'exigence de la transparence. C'est ça que je demande. Rien que ça, la transparence. Pour le Quinois. C'est eux, les dépositaires de la vie. C'est eux. C'est leur produit. C'est à eux. Il faut leur rendre compte. Mais ils ne sont au courant de rien. De rien. Ils ne savent rien. Et c'est très grave. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on vous avait pourvu des émoluments la législature passée, c'est autant cette colère qui vous anime à revenir sur tout ce que Ngobila a touché pour les fonds. Heureusement que c'est des combats que j'avais commencé avant qu'on me prive des émoluments. Et encore que cette affaire d'émoluments, il faut que les gens s'en gênent. Hein? Où avez-vous vu un élu frappé des suspensions pendant 12 mois et privé? Vous n'avez jamais été payé jusqu'aujourd'hui? Non, je suis en négociation avec les institutions provinciales pour qu'on me paye, et c'est un droit. Et privé de rémunération de revenus pendant toute cette période, 12 mois. Quand vous privez quelqu'un de revenus pendant 12 mois, vous avez l'intention de le détruire, de le tuer. On a cherché à m'empêcher de faire mon travail de député provincial. Il fallait me tuer. Et vous savez, ce qui a été le plus dur pour moi, cette période-là, je l'ai passée en grande partie, donc 7 mois sur le 12, en prison. Parce que dans l'entretemps, Godin Poyi s'était organisé pour lever mes immunités en cachette. J'ai dit en cachette. Vous avez déjà vu ça? Une assemblée qui lève les immunités de l'un de ses membres en cachette. Nous étions en vacances. Ce qui est vrai est qu'en période de vacances parlementaires, les bureaux peuvent lever les immunités. Mais les bureaux lèvent les immunités en présence du coup des députés concernés, qui est opposé dans un débat contradictoire à la partie qui requiert la levée des immunités. Donc au parquet, ça a été fait sans que je ne sois invité. Et la lettre de levée de mes immunités, je l'ai vue pour la première fois au parquet. Pour la première fois, je l'ai vue au parquet. Donc, c'est moi qui étais le premier destinataire de cette lettre-là. Godin Poyi n'a même pas daigné me l'envoyer. Je l'ai vu au parquet quand j'étais entendu. J'ai demandé. Et le magistrat ne voulait pas me la donner, messieurs. Mais c'est ma lettre, c'est pas la vôtre. Et puis, j'ai le droit d'avoir accès au dossier en tant que prévenu. Ça a été dur, ça a été grave. S'il y a un règlement de compte, peut-être de leur côté, ils ont tenté de me déstabiliser, de me détruire. Ils ont tenté. Mais heureusement, je ne dirais pas que j'ai le moral, mais heureusement que dans ce combat que je mène, je sais sur quoi je peux compter. Sur Moïse Katumbi, vous dites? Pas sur Moïse Katumbi. Sur la foi, sur mon Dieu.
C'est visiblement Moïse Et Katumbi. sur alors. l'espérance que les Congolais portent. On aurait appris que Katumbi vous a donné le double des émoluments qui vous ont été bloqués. Ah, vous avez appris, je ne sais pas par quelle Vous voie. aussi, vous n'aimez pas qu'on vous donne des sources. Bah sinon non, on donc vous je en ne sais donnera pas. non plus. Mais de toutes les façons, s'il m'appuierait autant, je n'en rougirais pas. Puisqu'il est fait pour un bon combat, pour une bonne cause. Où est le problème? Je n'en rougirais pas si le président de mon parti, surtout qu'il n'est pas pauvre, je ne le dis pas pour parler de sa fortune, mais s'il peut m'appuyer ainsi pour la bonne cause, où est le problème? Mais je ne dis pas que j'ai bénéficié d'autant d'argent. Non, 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 surtout pas. Alors, il n'y a pas de règlement de compte, c'est vraiment clair. Une autre question. Je ne parle que des Indes. Non, peut-être que l'honorable Aksanti ne m'a pas suivi. J'ai eu à parler de beaucoup de projets de la ville de Kinshasa, du temps où j'étais encore député provincial. J'ai dénoncé le projet Metrokin, qui est une autre arnaque. Metrokin, c'est le projet entre la ville de Kinshasa et une certaine société TCC, Trans Connection Congo, et ONATRA. La première irrégularité, c'est que cette société d'économie a été constituée alors que l'ONATRA, qui est cité comme actionnaire, n'est pas impliqué du tout. Parce que pour que le l'ONATRA prenne des participations dans un capital donné, dans une société, il faut au préalable l'autorisation du ministre du portefeuille. Étant donné que l'État, c'est l'actionnaire majoritaire. Ça n'a jamais été fait. Ça, je l'ai dénoncé. Mais vous savez qu'à un moment donné, il y a 2-3 ans, le gouvernement central a décaissé 20 millions de dollars au profit des métros de Kinshasa. Je ne sais pas ce que sont advenus ces millions de dollars. Peut-être qu'ils ont été détournés, j'ai eu vent, que ça... Voilà, j'ai dénoncé ça. La question de l'assainissement de la ville, qui pose problème aujourd'hui, mais je l'ai porté pendant 5 ans. Bon, il faut faire 5 ans, moins le temps que j'ai passé en prison 2 fois sous un mandat. Il faut faire 5 ans, moins 7 mois, et puis je ne sais combien de mois. Donc ça fait peut-être au moins 20 mois. Donc le temps que j'ai passé à l'Assemblée provinciale, je n'ai fait que porter ces combats pour l'assainissement. Le gouvernement central décaissait à l'époque 2 millions de dollars chaque mois. J'ai interpellé les chefs d'État, les mêmes, pour lui dire que cet argent était détourné. Que la ville et l'Assemblée provinciale s'étaient organisées avec des députés, avec des ministres provinciaux, des copines, des nièces, des neveux, pour créer des ONG qui bénéficiaient de ces fonds sous prétexte de donner des petits coups de balai au trottoir de Kinshasa. Vous avez connu une institution ici appelée Fondation Godin Poïno. Il y en a qui habitent Bandal parmi vous? Ouais, je crois que vous avez connu Fondation Godin Poï qui faisait semblant de balayer. Est-ce que vous voyez encore cette institution depuis que les 2 millions ne sont pas décaissés? Voilà. J'ai interpellé les chefs de l'État. 2 millions, vous savez ce qu'on peut faire avec 2 millions? J'avais une idée claire, j'ai dit, comme la ville a une instance, je crois que vous connaissez très peu de cette instance parce qu'elle est inopérante, pourtant c'est elle qui a l'expertise en matière d'assainissement ici, elle s'appelle Raskin. Comme la Raskin est là et qu'elle a l'expertise, ok? Ce qui lui manque, c'est la logistique, les moyens. Alors mon idée était laquelle? Aller vers une banque, que la ville aille vers une banque, qu'elle sollicite un crédit à rembourser avec les fonds qui viennent de la ville de Kinshasa, pardon, du gouvernement central. Donc vous prenez un crédit de 20 millions pour l'année, et vous avez des fonds qui viennent du gouvernement central, on allait voir comment faire le montage, c'est pas aussi simple tel que je dis, mais on allait voir comment faire le montage. Donc vous avez 20 millions vous permettent d'acquérir des engins. C'est que la ville manque cruellement aujourd'hui. Et vous avez vu Bumba, quand il essaie de se débrouiller, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un partenariat avec l'armée. Mais pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'au fond, il n'a pas d'engin. Et louer ces engins coûte très cher. Vous avez un engin à louer à 600 $ l'heure. Il vaut mieux acheter vos engins. Et c'est des engins qui ont une longue durée de vie, qui peuvent encore marcher 10-15 ans. C'était ça l'idée, d'acquérir les engins. Si nous avions acquis les engins à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, la tâche serait beaucoup plus aisée pour Bumba, non? Qu'il trouve des engins, c'est déjà un pas. Et voilà, cet argent a été partagé entre amis. Je crois que vous l'avez vu. J'ai dénoncé, j'ai proposé, j'ai même, avant que je ne sois arrêté, initié une motion contre le ministre des Finances pour qu'il vienne s'expliquer sur l'affectation de ces 2 millions. Godé Poï s'est arrangé, me traitant des députés avec un niveau très bas, que je ne savais pas comment orienter ma motion, que je devais plutôt interpeller la ministre de l'Environnement. Pourtant, dans sa lettre qu'il m'avait adressée en réponse à mon initiative, il avait transmis la motion à qui de droit. Mais il s'est arrangé
Je ne sais comment, mais ce qui s'est passé dans cette assemblée, vous ne l'avez pas vu, c'est terrible. C'était tout sauf une assemblée parlementaire. À la limite, c'était un mouziki avec 35 députés regroupés au sein d'une organisation appelée, comment ça s'appelait encore? Dynamique Ngobila, vous dites. Des gars qui avaient droit à $3 000 chaque mois. Avant, c'était 2 000 avec l'FCC Cash. Comme l'Union Sacrée est très généreuse, quand l'Union Sacrée est mise en place, c'est passé de 2 à $3 000 chaque mois. Chaque mois pour une trentaine, 35 ou 40 députés. Pendant qu'à Kinshasa, il y avait un problème à Kinko les Plaza, les ponts par lesquels il faut passer pour aller au centre d'enfouissement. Et vous connaissez l'histoire du centre d'enfouissement, c'est à peine qu'on est en train de les réhabiliter, pourtant il a coûté plus de 2 millions d'euros sur base du financement de l'Union européenne. Mais les ponts qui conduisaient étaient en train de s'effondrer, il fallait $60 000. Ngobila n'a jamais pensé réhabiliter ces ponts-là. Aujourd'hui, il faut construire carrément un nouveau pont à $400 000. Ce qui fait qu'on n'allait plus au centre d'enfouissement et les riverains ont commencé à spolier le terrain. Ça a créé d'autres problèmes et aujourd'hui on répare à zéro. On n'a plus de centre d'enfouissement. Le développement est un processus cumulatif et intégré. Vous faites un pas, les prochains pouvoirs font un pas, c'est ainsi de suite. Mais quand vous arrivez, vous détruisez tout ce que vous avez trouvé en termes d'infrastructure, mais mon Dieu, c'est pour qu'on avance ou qu'on recule. Alors, donc, j'ai porté d'autres combats, mais dommage, ma voix, elle était ce qu'elle était, une voix d'un seul élu, c'était difficile à faire aboutir. Les articles violés, je ne les ai pas notés, mais je crois peut-être que je pourrais toujours revenir là-dessus. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de noter les articles violés sur la passation de marché, mais je vous dis au moins qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres au départ. Parce qu'il faut un appel d'offres ou un appel d'offres ouvert, donc ordinaire, ou un appel d'offres restreint. Et je vous ai dit qu'une autre grave irrégularité, c'est que le contrat n'a pas été soumis à la caution de l'Assemblée provinciale. Pourtant, c'est ce qu'exige la législation donc, en la matière. La solution, mais elle est simple. Arrêtons de nous agiter. Ngobila, arrête de t'agiter. Godin, pourquoi tu t'agites? Prenons le contrat, amenons-le au débat à l'Assemblée provinciale et qui nous vont suivre. C'est cela, la solution. Révisitons le contrat ensemble. Pourquoi vous agitez? Pourquoi vous agitez? Révisitons le contrat ensemble. D'ailleurs, je les appelle chaque jour. Je les appelle chaque jour, tous les deux, à m'accompagner dans la révisitation du contrat s'ils n'ont rien à cacher. C'est cela la solution. Alors, honorable Aïdja, elle m'a posé la question de savoir ce que je compte faire au-delà de mes récriminations médiatiques. Ben oui, je l'ai dit ici, c'est la pétition qui est la solution que j'ai mis dans les pipelines avec les Quinois pour imposer à l'Assemblée provinciale de rouvrir cette question-là. Et en même temps, je réponds à la question, je crois, de l'honorable Miché qui me demandait si l'Assemblée ne répondait pas favorablement. Je crois que nous sommes dans un état de droit et que l'Assemblée est tenue de répondre. C'est une pétition des Quinois, ce n'est pas la pétition de Moukébé. Et encore que je le dois de conduire une pétition seule, la Constitution le permet. C'est individuellement ou collectivement. Le nombre n'est pas précis. Il est précis seulement en matière de révision constitutionnelle où on parle de 100 000 signatures. Sinon, pour les cas en examen ici, même avec 10 signatures, je peux y aller, ou la mienne seule. Et il est tenu de me répondre dans le délai tel que prévu au terme de la Constitution de la République. Bon, il y a une question qui m'a été posée. Pourquoi n'a-t-il pas empêché? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question, que j'étais un député de l'opposition, presque seul sur le banc de l'opposition. Je ne pouvais pas empêcher. J'ai fait ce qui était à mon pouvoir. Je constate que la majorité était bien décidée à faire passer le projet. Elle a fait passer le projet. C'est cela, ce qui est regrettable. Vous pouvez prendre place. Mais je pense peut-être qu'on va prendre une ou deux questions sur les dossiers marchés et on va évoluer avec la motion d'actualité mais parvenue par l'honorable Aksanti qui fait état de la signature d'abord à Doha d'un communiqué conjoint entre une délégation du gouvernement congolais et une délégation du mouvement AFC M23 qui met en branle
des pourparlers pouvant permettre l'association des hostilités, cesser les faits et tout ce qui a été dit, les communiqués a été lu, j'espère que tout le monde est au courant. Et hier, c'est les deux ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC qui ont signé aussi une déclaration de paix. Je pense que nous voudrions, honorable Mike, avoir votre lecture de ces négociations qui, de manière générale, peuvent aussi être fixées dans le cadre de la diplomatie congolaise à retrouver la solution à la crise sécuritaire que nous vivons, qui est imputée à Joseph Kabila dans sa récente visite à Goma, même s'il n'y a pas encore d'image. C'est la cerise sur le gâteau qui cristallise le fait que c'est lui qui alimente cette rébellion pour laquelle les chefs de l'État s'ébattent. Les déclarations, les communiqués conjoints qui s'en suivent en sont la preuve pour pouvoir les asphyxier. Et pour ce faire, son parti a été suspendu. Ses biens sont en perquisition et éventuellement en saisie. Quelle est votre lecture et qu'est-ce que vous en pensez? Mais avant de répondre à cette question, je veux demander à l'honorable Exaucé qui avait été prévu de poser sa question au sujet du marché central et puis vous reviendrez donc pour la question Kabila et les communiqués conjoints ici évoqués. Merci. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. Vous savez, c'est toujours agréable de voir des personnalités publiques s'exprimer, mais il est toujours bon de les voir tous agir. Alors, honorable Président, sans pour autant passer par les deux de la cuillère, je vais me faire ici ignorant des textes et surtout pour que l'honorable Mike ici présent puisse éclairer l'opinion. 1. Quelle est selon vous l'autorité ou l'institution compétente pour révisiter les contrats de construction du marché Zando? Deuxièmement, honorable Mike, avez-vous déjà saisi cette autorité compétente ou cette institution? Si oui, quelle réponse avez-vous reçue? Sinon, pourquoi privilégiez-vous encore, j'ai envie de dire, un tapage médiatique au lieu d'emprunter une voie légale? Parce que nous ne sommes pas ici pour faire du spectacle, mais pour chercher des solutions. Parce qu'à trop vouloir exister dans la forme, on risque de ne pas peser sur les fonds. La ville de Kinshasa mérite mieux qu'un monologue d'indignation. Elle a besoin d'actes, de clarté et très souvent de cohérence. J'ai dit honorable président. Merci honorable Exaucé. L'honorable Mike peut prendre parole pour rebondir et revenir sur la motion d'actualité. Alors, je vais commencer par les bas. J'ai entendu l'honorable Exaucé dire que il s'agit d'un monologue d'indignation. Mais je crois que les Kino avaient bien besoin de ce monologue d'indignation parce que ce monologue a permis au moins d'ouvrir le débat sur le place public. Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis le seul à parler du marché central, mais j'ai été absent du débat public pendant 22 mois. J'avais pris ma retraite à la prison centrale de Makala pendant 22 mois. Et quand je suis revenu, je parle de cette question. Je crois que j'ai dû faire sortir Ngobila et Godin Poy Dubois. Hein. C'est pas mal déjà. Moi, je pense que c'est un mérite. Ils ont dû s'expliquer. Ça n'a pas été un monologue. Donc, ceux qui ont eu à gérer ces projets se sont expliqués devant l'opinion. Et dans ce que Moukeba a dit, et Ngobila, sa réaction, celle des Godets, les Kinois savent se faire une religion. C'est important en démocratie. Moi, je suis fier d'avoir porté ce combat, tout autant que je suis flatté de voir combien l'ODEP aussi a porté ce combat, même pendant que moi j'étais donc en prison. L'autorité compétente... Au sujet de l'ODEP, l'ODEP a signé un communiqué conjoint avec l'ICOCO. Oui. Je crois c'est au mois de mai 2024. Oui. Et j'ai tout à fait l'impression que votre lutte médiatique est une suite logique. Bref, vous êtes la branche médiatique du combat de l'ODEP et de l'ICOCO ou c'est une lutte que vous faites en toute indépendance? Parce que j'ai l'impression que les éléments de langage repris dans les communiqués sont exactement les éléments de langage que vous reprenez presque dans toutes les sorties médiatiques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ces sujets? Un combat de cette nature, vous ne pouvez pas le mener seul. Je suis très à l'aise si vous considérez que je suis l'écho médiatique de la l'ICOCO et de l'ODEP. Ça me met à l'aise. Mais c'est clair, il n'y a pas à s'en cacher. Quand j'ai fait le déplacement pour aller chez les professeurs
Floribert Mouteba. Oui. Je m'en suis pas caché. Des vidéos ont été réalisées et diffusées dans le média comme dans les réseaux sociaux. C'est un combat citoyen que je mène avec des forces de la société civile et je ne m'en cache pas. Je suis même fier. Fier, tel que vous le dites là, oui, ça ne me gêne pas. Ce qui m'a longtemps gêné, c'est que j'étais en prison et que je ne pouvais pas, je suis resté en prison pendant 20 mois, je ne pouvais pas associer mes muscles à l'entreprise mise en route par Likoko et ODEP. Maintenant que je suis libre, je le fais. Et je suis donc très à l'aise. Je ne m'en gêne pas. C'est autant que j'ai tenté, que je tente encore d'impliquer des politiques, notamment le président Ados Ndombasi, que j'ai vu, et qui a accepté de m'accompagner, de s'impliquer dans le combat. J'ai vu Alain Bolodja, tous les deux, nous avons eu des discussions, et ils m'ont promis leur implication. Non, je ne me gêne pas, c'est un combat citoyen. Pourquoi pas André demain? Pourquoi pas les autres ici? J'ai besoin de tout le monde dans ce combat-là. Moi, je ne le fais pas pour les intérêts de Mike Moukeba. Il s'agit d'un projet qui est crucial, important pour les Quinois. Alors, la question m'a été posée, quelle est l'autorité compétente? Mais déjà, l'hôtel des villes, puisqu'elle a changé de main, si ceux qui sont là ont une autre vision et qui sont soucieux de la transparence, ils peuvent déjà renégocier. Mais l'instance, par-dessus tout, qui en a vraiment le pouvoir, c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D'ailleurs, elle a un prétexte, tout fait, tout trouvé. C'est que le projet n'est jamais passé à l'hémicycle. Ben ouais, il y a cette ouverture-là, il peut y aller par cette voie-là. Arrêtons, comme le fait Godin Poyi, d'aller citer des institutions au niveau national. Non. Et encore que l'IGF n'est pas une institution, c'est un service du ministère des Finances. Je ne sais pas comprendre qu'aujourd'hui, Godet est fier d'avoir pris l'IGF à témoin, d'avoir fait valider les projets par l'IGF, qui est juste un service du ministère des Finances. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a donné à l'IGF des pouvoirs excessifs, ce qui n'est pas normal dans une république, et qu'on peut commencer tout le temps maintenant à dire l'IGF, comme si l'IGF lave maintenant blanc, plus blanc, que c'est devenu de la blanchisserie. Ah non, les instances de contrôle, il y en a à tous les niveaux. Je ne peux pas comprendre qu'en matière de lutte contre la corruption, que la stratégie de Félix Tshisekedi soit de mettre en avant-plan que l'IGF. Ah non. L'instance suprême, celle qui a tout le pouvoir, c'est l'Assemblée nationale. Elle est inopérante. Elle a tenté ici d'entendre un ministre, à savoir le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. 58 signatures ont été récoltées pour qu'il vienne répondre sur une motion en ce qui concerne sa gestion des infrastructures. La motion a été bloquée. C'est quoi la lutte contre la corruption? Et la stratégie de la lutte contre la corruption, c'est la prévention. Il ne faut pas attendre que des gens volent, les arrêter, sans d'ailleurs arriver à obtenir réparation, et puis se flatter que nous luttons contre la corruption. Il faut lutter contre la corruption en amont. C'est la prévention, la meilleure stratégie. Et les mécanismes sont mis en place pour éviter le détournement. Premier de ce mécanisme, les sacro-saints des mécanismes de lutte contre la corruption. Mais vous avez la loi sur la passation de marché. Mais combien de fois a-t-elle été respectée? Allez-y voir, depuis que l'Union sacrée est en place. Tout le gros marché public, 10 millions, 20 millions, 100 millions, c'est sans appel d'offres. Donc, sciemment, on prête le flanc à la corruption. Donc, on favorise les gens à se passer de marché entre potes, entre neveux, entre copains, copines. C'est cela. Et après coup, quand l'argent est déjà détourné, ah bon, l'IGF se lève, l'IGF vient, c'est le grand croco, comme on l'appelle. Oui, bravo, l'IGF, tu fais ton boulot. Mais c'est pas ça la lutte contre la corruption. C'est pas tous ces battages médiatiques-là. Il y a pas mal d'instances de lutte contre la corruption. Les assemblées provinciales, elles sont inopérantes. Elles sont dans la corruption. Là-dedans, quand vous allez dans les assemblées, elles sont toutes sous la coupe de gouverneur. Honorable Mike, deuxième, la motion d'actualité, s'il vous plaît. Il y a d'autres instances. Vous avez la direction d'audit du ministère des Finances qui doit auditer, je crois c'est au mois d'avril ou mai ou mars comme ça, qui audite les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. C'est le moment de payer, de régler leurs arriérés d'Eli Kelembapo, les gens du ministère des Finances.
Quand ils savent qu'ils vont descendre dans les assemblées, ils disent déjà Tatali Kemba, ils savent qu'ils iront, ils vont trouver des irrégularités dans les gestions, de graves irrégularités. Ils vont régler ça par quoi? Par des arrangements. Ils vont s'en tirer avec 5 000, 10 000 dollars par chacun. Et je sais de quoi je parle. Heureusement, je peux m'en flatter que de plus en plus, par exemple, la Cour des comptes, elle commence à devenir opérationnelle. Il y a beaucoup trop d'instances. Alors, celle qui est concernée dans le marché dont question, ici, c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais comment expliquer que celui qui a dirigé cette instance préfère, lui, s'en remettre à l'IGF? Comment ça? Expliquez-moi un peu. Donc, il y a vraiment un problème. Donc, je disais, le gouvernement Bumba peut renégocier ce contrat. Est-ce que vous les avez officiellement contactés? C'était aussi ça le volet de la question. Non. Pourquoi? Non, je suis en train de démarcher. Écoutez, là, je suis dans une démarche citoyenne et je veux d'abord avoir mon plus grand levier. Mon levier à moi, c'est l'opinion publique. Si ça gêne certains, je comprends, les gens ont des choses à cacher, mais sinon, mon principal levier dans mon combat, c'est l'opinion publique. Ne me demandez pas d'aller contacter sans en avoir parlé, sans avoir levé la mayonnaise, et qu'ensuite je me retrouve en position de faiblesse. Je ne peux stratégiquement m'appuyer avant tout que sur l'opinion publique. On est en démocratie, c'est ça que je fais. Maintenant que cette étape, à mon point de vue, est arrivée à maturité, nous allons passer à la seconde. C'est des collectes des signatures et du dépôt par la suite. C'est cela. Et d'attendre ensemble la réponse. Donc voilà, je disais, le gouverneur, il peut. Le gouverneur actuel Bumba. Et j'ai appris même qu'il s'engagerait dans cette voie, tant mieux. Et donc, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais par-dessus tout, les instances nationales peuvent s'en saisir. La justice peut décider. Le parquet peut décider. Un magistrat peut s'élever et dire « je veux voir clair là-dedans ». Et encore qu'au niveau de la justice, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que ça peut conduire à l'annulation du contrat. C'est encore mieux pour nous si le contrat était annulé. Je ne crois pas que Sogema fera couler des larmes si jamais le contrat était annulé parce que l'entreprise n'a pris aucun risque, n'a investi aucun fonds. Si le risque c'était de faire le voyage de Kinshasa, ils ont profité de visiter la ville. Et voilà. C'est ça. Alors au sujet de la question d'actualité, communiqué de Doha, déclaration conjointe RDC-Rwanda, quelle est votre lecture de ces fronts médiatiques de Félix Tshisekedi pour endiguer la guerre que mène Kabila à la RDC parce qu'il a été à Goma et que c'est lui qui alimenterait Nanga et consort, son parti est suspendu, c'est bien en perquisition à saisie. Que pense Mike Mukeba à ces sujets? J'ai l'habitude de dire en Lingala, je vais le répéter ici, que le gouvernement Union Sacrée que nous connaissons aujourd'hui est un gouvernement de Mbigudi. Tu connais les Mbigudi? Ce sont les devins. Ils n'ont pas de solution au problème des Congolais. Quand un problème se pose, ils se réunissent en conseil de ministres, ils commencent à chercher des boucs émissaires. Ils cherchent des sorciers. Ah, c'est Moukebaï. Ah, c'est Katumbi. Ah, c'est Kabila. Les problèmes qui nous arrivent à tous les niveaux ont une seule explication aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a d'autres explications, les faits sociaux étant totaux et globaux. Mais la principale explication, c'est la faillite de l'État. Vous parlez de Kabila en ce qui concerne la crise de l'Est face au M23 et au Rwanda. Mais en Ituri, ce qui se passe là-bas, c'est depuis des décennies, non? Les conflits communautaires entre les Ema et les Lendu, c'est pour la première fois que des gens s'entretuent là-bas. Et à une très large échelle. La dernière fois, il y a 50 morts sans ces conflits-là. La présence des ADF chez nous, qui a suscité, qui a poussé les chefs de l'État à demander l'assistance militaire de l'Ouganda. Vous expliquez ça par quoi? La faillite de l'État. Les Mobondo dans le Bandundu. Vous croyez que dans un État sérieux, deux gens aussi inexpérimentés, qui ne connaissent rien de l'art de la guerre. Jean-Pierre Bemba a dit que c'était Kabila aussi qui alimentait le Mobondo. Je suis en train d'avancer des gens comme ça, qui ne connaissent rien de l'art de la guerre, armés à peine des machettes et des arcs, des flèches. Vous pensez que des gens comme ça, dans un État organisé, peuvent déstabiliser le pays pendant 2 ans? Vous le pensez vraiment? Des gens armés à peine, hein? Et qui ne connaissent rien de l'art de la guerre. Et je vais revenir sur une anecdote de ce qui s'est passé avec ces Mobondo pour voir
comment nous sommes dans un état failli et que ceux qui dirigent les pays, plutôt que de prendre cette réalité et de voir comment améliorer la situation, ils se contentent de chercher des boucs émissaires. Il y a eu un colonel qui a été tué en 2023, je crois que vous avez suivi ça. Un colonel a été tué dans le Maïndombe. Capturé, on capture un colonel avec les 6 policiers qui l'accompagnaient, on les découpe à la machette. Dans un pays sérieux, un haut officier de ce rang peut connaître une telle mort? Vous savez comment il a été capturé? Il devait aller en opération pour aller arrêter le chef Mobundo. Il commence, ça c'est le récit du porte-parole du gouvernement provincial que j'ai reçu ici. Il commence par demander les véhicules au gouverneur. Donc il n'a pas de véhicule pour aller en opération. Vous vous rendez compte un peu? Il n'a pas de véhicule. Ça c'est Kabila qui a fait que ce colonel se trouve sans véhicule pour aller en opération. Et la zone où il opère est une zone opérationnelle. Donc on doit mettre la logistique à sa disposition. C'est pas fait. Il demande le véhicule et c'est le gouverneur qui met un véhicule à sa disposition. Et il fait le déplacement avec 6 policiers. Quand il fait le déplacement, les renseignements militaires, les services généraux de la police n'avaient pas assez d'informations pour lui dire voici la situation sur terrain. N'y va pas avec 6 policiers. Nous supposons qu'il doit avoir 200 éléments Mobundo là-bas. Tu dois y aller avec une équipe renforcée, assez de munitions. On les laisse y aller avec 6 policiers. Pendant que lui va en opération avec que 6 policiers, tu as à Kinshasa des gars, je ne sais avec quelle qualité, qui se baladent avec 20 militaires. Avec des jeeps comme ça, dans la suite. Il y a eu ici quelqu'un qui était ministre de la Défense qui m'a dit, confidence, en privé, que quand il était en responsabilité, il avait pour sa sécurité reproché 56 militaires. Mais l'officier qui va en opération, lui, n'a pour cette opération que 6 policiers. Il arrive sur place, donc c'est des dizaines de kilomètres très loin de la capitale de la province. Il arrête les chefs Mobundo. Il les embarque. Au moment de démarrer, les Mobundo l'avaient piégé. Il s'était réfugié en brousse. Il sort de toutes parts. Il se met à tirer avec ces 6 policiers. Il se retrouve à court de munitions. Et ils sont pris comme ça. Et découpés à la machette. Est-ce que le ministère de l'Intérieur s'est interrogé sur cet incident grave, dramatique, pour comprendre les failles et améliorer l'avenir? C'est passé comme ça. Banal, la mort de ces colonels-là. C'est ça l'État congolais. C'est la faillite de l'État. En Ituri, les gens s'entretuent tous les jours. Les Emma et les Hindous. Un conflit de même nature que celui que nous connaissons avec le M23 qui met en avant la question Tutsi. Là-bas, les Emma... Est-ce que tout ce que vous dites justifie que Kabila, non, je suis en exil, décide de revenir au pays ça, je suis en train de vous par dire... les territoires occupés par l'ennemi qui suis en train... de famille? Attendez, je suis en train de vous dire qu'en fait, au lieu de faire un diagnostic pour comprendre ce qui se passe, les dirigeants Sûrement congolais... que les diagnostics est fait. On fait une fixation sur Kabila. Parlons de Kabila, de son souci de... C'est d'ailleurs votre collègue du parti, Olivier Kamitatou, qui a fait la révélation qu'il revenait par Goma. Pourquoi revenir par la partie... Attendez. Kabila annonce qu'il rentre au Congo par la partie Est. Il se limite là, il s'arrête là. C'est Olivier Kamitatou de votre parti qui a parlé pense disposer d'une information et qu'il a... La semaine passée, les services ont dit que Kabila est à Goma. Ce n'est pas les services qui l'ont dit, ce sont les médias. Et les services n'ont même pas pu vérifier cette information. Comment ça? Parce que le gouvernement a pris des mesures à ces sujets. Comme toujours, comme ça, des mesures sur aucun fondement légal. Son parti est suspendu. Parti suspendu. Qu'est-ce que le parti a fait? Qu'est-ce que Kabila... Non, il est patron d'un parti politique. Attendez. J'ai lu le communiqué. J'ai cru que c'était pour la première fois que je faisais face à un communiqué écrit en français. J'avais du mal à la comprendre. Il est inintelligible. Son silence. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Kabila? De toutes les façons, c'est très facile de prendre des mesures administratives. J'aurais bien aimé que la justice, elle, se saisisse de la question et qu'elle nous dise ce qui est reproché à Kabila. Je n'arrive pas à comprendre ce qui est reproché à Kabila. Et je suis gêné. Est-ce que c'est Mike Mukeba du haut de cette tribune qui défend Kabila? Ah ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis gêné d'en parler parce que ça donne l'impression qu'ici, je fais le plaidoyer pour Kabila. Ah non. Mais c'est ce que vous faites. Non. J'ai fait le plaidoyer
pour une question de principe. Kabila a dit, moi-même qui suis là devant vous, je suis privé de mon passeport depuis 2 mois. Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà pour ce que vous Ça justifie que Kabila revienne par Goma, selon vous. Mais c'est ça ce régime. Je suis privé de mon passeport. C'était un droit. C'était un droit, ça fait 2 mois. Et j'ai entendu le ministre Jacquemain Chabani, ça m'a fait très mal. Parce que je sais qu'à une époque, nous avons souffert ensemble avec Jacquemain. Kabila lui avait arraché aussi son passeport. Et moi, Moukeba, il est même, j'ai élevé ma voix pour Jacquemain. Mais là, qu'est-ce que Jacquemain me dit? J'ai entendu dire dans les colonnes de Jeune Afrique que les politiciens demandeurs de passeport doivent attendre comme tout le monde. Mais j'attends comme tout le monde, ça fait 2 mois. Mais quel est le délai d'octroi des passeports au Congo? 17 mois, comme Katumbi attend depuis. Quel est le délai? 17 mois? Voilà une réponse bateau qui ne veut rien dire de la part d'un responsable, d'un responsable. Il dit qu'ils attendent, ça fait 2 mois que j'attends. 2 mois. Je ne vais pas aller pour vous dire tel a introduit sa demande après moi, qu'il a obtenu son passeport. Je ne vais pas aller dans ça. Mais ça fait 2 mois que j'attends. Katumbi, ça fait 17 mois. Olivier Kamita, nous n'en parlons pas. C'est cela le problème. C'est pour ça que vous avez décidé de vous allier à Kabila? Non, nous n'avons pas décidé à nous allier à Kabila. Parce que paraît-il que Olivier Kamita, le porte-parole de Moïse, serait devenu le porte-parole de Kabila. Il n'est pas venu. Parce qu'il aurait les... je ne sais pas, je n'ai pas suivi cette nomination. Nous ne sommes pas gênés. Nous ne sommes pas gênés, nous, de rencontrer Kabila. Le leader de mon parti a rencontré Kabila à Addis Abeba. Vous avez vu les images? Ils se sont vus, ils ont parlé Congo. Ni d'accepter que son président de la CENI est à la tête d'une rébellion. Et d'ailleurs, quand les médias ont relayé cette information, ça faisait déjà 3 semaines depuis qu'ils s'étaient vus. Je me suis moqué un peu de médias ici. Nous nous sommes vus et c'est nous qui avons mis l'information à disposition de Kabila. Donc nous sommes très à l'aise de ce rapprochement avec Kabila en attendant de... Est-ce que vous savez que le président de la République a clairement dit, parce qu'il en a peut-être plus d'informations que vous, que Kabila est le patron de l'AFC? S'il est le patron de l'AFC, ça nous met davantage à l'aise parce que le président de la République négocie avec l'AFC. Ils ont envoyé des délégués à Doha. Ça nous met très à l'aise. Est-ce que vous comprenez la dangerosité de ce que vous dites? Non. Il y a un communiqué. Ça vous met à l'aise, ça veut dire que vous acceptez que Kabila peut être le patron du M23 et que le massacre qu'ils ont commis, ça va vraiment se dissoudre dans les négociations. Ces questions, vous me les posez à moi. Oui. Sur la responsabilité de l'AFC. Non, vous dites que ça vous conforte. Vous me posez si Kabila est le patron de alors, vous ne posez pas la question à M. Félix Tshisekedi qui a décidé d'envoyer une délégation officielle et qui a même signé un communiqué conjoint. Et pour la première fois, le communiqué est lu à la RTNC. Alors qu'il y a ici, il y a quelques temps, l'AFC était tabouisé ici. On ne peut pas parler de l'AFC. Ça vous enchante visiblement. Ah, très bien, parce que maintenant nous pouvons parler librement de l'AFC. La RTNC a commencé, moi j'emboîte les pas. Très bien, je suis très à l'aise. Mais pourquoi vous ne voulez pas que ça m'enchante? C'était quelque chose de droit, une opinion, dire un fait. On nous a interdit, on a eu tous peur. Les soldats en service commandé, vous les connaissez, qui est à la tête du CESAC, a dit si vous parlez de l'AFC, moi je vous arrête, je vous arrache la parole. Il a eu peur, moi j'ai eu très peur, je n'en parle plus. Et là maintenant, ce qui est très comique, c'est qu'il n'a pas pris le soin de casser sa mesure avant que les communiqués ne passent sur les ordres de la RTNC. Très bien, parlons de la déclaration officielle aux États-Unis. Parlons maintenant de Doha. Doha, c'est une avancée pour nous. Nous encourageons, nous applaudissons à demain. Nous sommes favorables à la paix. Vous saluez donc la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi? Non, ça, c'est pas la diplomatie, ça, c'est des dialogues directs. La diplomatie agissante a montré ses limites. Ils ont invité quelqu'un ici qui a été présenté sur les sites présidentiels, comme l'envoyé de Trump, vous savez. Non, s'il vous plaît, par respect, ne parlez pas de diplomatie agissante. La République a dépensé beaucoup d'argent dans un lobbying inutile qui n'a pas produit d'effet. Des millions de dollars. Vous avez vu un communiqué de rupture de contrat, c'est ridicule. Plutôt que de se mettre dans une position d'un État fort, avec un gouvernement qui peut être traité d'État à État, donc de Trump à Tshisekedi, on va passer par des petits intermédiaires qu'on appelle lobbyistes. Un lobbyiste, c'est un ganga. Il n'a pas l'obligation de résultat. Tu les payes à l'avance. Ça marche ou ça marche pas, c'est pas son problème. Et quand tu arrives, le lobbyiste te dit, tu me payes 1 million, mais je dois te dire la vérité, avant toi, Katumbi est passé ici.
Ah, il prend l'argent de tout le monde. Et finalement, il travaille pour qui? Pour personne, en fait. C'est ça, les lobbyistes, il faut arrêter ça. Cette diplomatie agitante a complètement échoué. Et d'ailleurs, je vais le démontrer tout à l'heure. Alors, Doha, nous encourageons, parce que c'est un début, un dialogue, nous sommes favorables. Donc, c'est les dialogues directs, et ces dialogues vont avancer, et c'est ces dialogues directs qui vont nous pousser à dériver sur le pacte social dans les semaines, les mois qui viennent, pour un dialogue national. Nous avons appris que la 5 LCC était invitée aussi à Doha. Mais normal qu'on les invite. Vous avez vu qu'ils ont été reçus au plus haut sommet du monde par Macron, par Guterres. C'est pour vous dire que tout le débat qu'il y avait ici, comme quoi, qui n'avait pas mandat, c'est un débat inutile, qui n'a pas de sens. Mais vous avez appris aussi qu'ils sont financés par le Rwanda. Vous dites? Le pacte social, paraît-il que le Rwanda a aussi financé, alors que c'est le Rwanda. S'il est influencé par le Rwanda, ce n'est pas le pacte social qui sera la conclusion du dialogue national. Le pacte social n'est qu'une matrice que les évêques vont présenter au Parti congolais. C'est nous, Congolais, ensemble, qui allons dire comment nous voyons le règlement de la crise. Ce n'est pas aux évêques de nous imposer. Les évêques ne viennent pas avec une Bible pour dire, voilà la nouvelle Bible baptisée pacte social. Ah, les Kabila, tu dis oui, tu dis non. Des discussions seront organisées autour de ces pactes sociaux. Et je suis sûr que nous irons loin au-delà de ce que les évêques ont prévu. C'est cela les négociations. Alors ne fétichisons pas les choses, vous dites non, je n'irai pas à cause de ceci. Ah, non. De toutes les façons, maintenant, nous savons qu'ils finiront bien par atterrir au pacte social, ceux qui sont au pouvoir. Ils vous ont tracé des lignes rouges, ils ont dit que celui-là, je ne le verrai qu'au ciel, au paradis. Ils l'ont vu, il l'a vu en face. Et la FCM 23, c'était la ligne rouge à ne jamais franchir. La ligne rouge a été franchie. Je ne sais pas à quel moment cette ligne est passée de rouge à orange pour être franchie. Brutalement, elle est franchie. Donc, vous pouvez avoir vos apaisements. Nous allons atterrir au pacte social bientôt. Donc, soyez tranquilles. Donc, nous encourageons Doha. Nous applaudissons à demain. Mais ce qui s'est passé à Washington, nous ne sommes pas d'accord. Doha a repris ça comme... des discussions qui ont été engagées entre Kinshasa et Kigali. Nous ne partageons pas cette mouture qui a été produite et qui attend d'être avalisée début mai. Pourquoi? Nous ne la partageons pas. Quel vient faire les volets économiques dans ces discussions? Il s'agit de négociations de paix. Ces concessions que Kinshasa fait, c'est très grave ça. Les concessions qui sont faites, je ne sais pas elles viennent d'où, mais je comprends que Kinshasa s'était déjà mis en difficulté en présentant son fameux troc, échange minerai contre sécurité. C'est là qu'il s'était mis en difficulté. Je sais qu'il s'était mis en difficulté. Donc les États-Unis ont pris prétexte de cette demande pour nous amener à un compromis sur le plan économique. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que ça vient faire dans un accord de paix? C'est pas connu que la guerre que nous avons, c'est une guerre sous-jacente économique. C'est connu ça. Et si elle est sous-jacente économiquement, c'est de cette façon qu'il faut la régler. Sous les parrainages d'une puissance, la première au monde. Donc comme si on nous avait mis une arme sur la tempe face au Rwanda. Si nous réglons les problèmes sur la paix, si nous pouvons construire une véritable armée, nous allons bien nous mettre d'accord avec le Rwanda, c'est que nous pouvons partager en termes économiques. Mais quand un parrain nous appelle et que de là on sort, regardez, ils disent quoi? Ils parlent du développement des hydrocarbures, pardon, du développement hydroélectrique. Et que nous devons travailler, et qu'il y a des priorités communes, notamment le développement hydroélectrique. Nous avons déjà un barrage que nous partageons avec le Rwanda, le barrage de Ruzizi. Nous avons beaucoup de potentialités en termes hydroélectriques. C'est à nous d'apprécier qu'est-ce que nous aurons à partager au Rwanda. De toute façon, ça ne sera pas cédé gratuitement. Le Rwanda va payer en contrepartie. Mais c'est à nous, librement, quand nous aurons réglé le conflit, de voir ce que nous pouvons partager avec le Rwanda. Il y a une autre question qui est évoquée là-dedans. On parle de la gestion des parcs nationaux. Qu'est-ce que ça a à voir? Nous avons une dizaine de parcs nationaux. Les seuls parcs nationaux que nous avons en partage avec le Rwanda, c'est les parcs nationaux transfrontaliers qui vont au Rwanda et un peu jusqu'en Ouganda et tout. C'est les parcs Kaouzi-Biega avec les gorilles de montagne. Chez eux, au Rwanda, ils l'appellent le parc de volcans. Ça, nous pouvons discuter avec le Rwanda sans la présence américaine. Parce que les gorilles, là, ils transhument, hein. Ils peuvent partir du Rwanda pour venir chez nous, ainsi de suite. Nous pouvons nous mettre d'accord autour. Mais quand on dit gestion des parcs nationaux dans l'ensemble, qu'est-ce que ça a à voir dans ces deals ici? Rien à voir.
Et plus loin, limitation des risques de chaînes d'approvisionnement. Mon Dieu, donc non minéraux. Qu'est-ce que ça va avoir? Ah ça non. Ça, si Félix fait ses concessions, qu'il sache que le jour où nous prenons le pouvoir, nous n'allons pas dénoncer ces accords, mais nous ne les appliquerons jamais. Ça doit être clair. Nous ne les appliquerons jamais. Le Congo ne peut négocier sur ces questions que librement quand il pense que le moment est venu de le faire. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. J'entends des gens dire que nous sommes ceux-là qui ont vendu le pays, mais ces concessions qu'ils font, ça c'est très grave. Parce qu'ils y sont mal pris. Ils s'y sont mal pris au départ. Avec cette affaire de minerais, ils ont affaibli les lignes congolaises. C'est ça le grand problème. Vous ne pouvez pas, pendant que vous faites la guerre, penser en même temps, structurer, réformer, faire monter une armée en puissance. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi s'est montré empressé d'aller vers ces trocs minéraux contre, comment on appelle, sécurité. Mais devant nous ici, Mike Hammer, cet ambassadeur qui était pro Tshisekedi, c'était connu de tous. Il nous a aidé à conclure un partenariat stratégique avec les Américains. Mais ça impliquait toutes ces questions. Nous avions un partenariat qu'avons-nous fait de ces partenariats. Les États-Unis ont envoyé même des hommes du renseignement ici, qui sont allés jusqu'à Béni. Mais ce qu'ils ont découvert là-bas, ils ont dit, on ne peut pas travailler avec ce genre. Des gens désordonnés comme ça. C'est ça le problème. Le Congo, c'est la cour du roi Péto. C'est un immense bordel, un capharnaüm, où tout va dans tous les sens. La preuve, si je sors ici avec toi, nous commençons à marcher à pied. Tu vas voir sur les emprises publiques, des individus qui se réveillent le matin, qui viennent occuper des emprises publiques. Ça signifie que l'État n'existe pas. C'est ça le grand problème du Congo. L'État n'existe pas. Et ceux qui sont en responsabilité ne veulent pas que l'État monte en puissance, que l'État s'asseye, qu'il soit fort, puisque le premier à être arrêté, ce serait eux. Ils savent ce qu'il faut. Alors donc, on affaiblit délibérément l'État pour maintenant instaurer les règnes du trafic d'influence et de l'impunité. Vous voyez des actes d'impunité ici, chaque jour. Tous les jours ici. Des gens qui sont en responsabilité, l'affaire Forage, Lampadaire, il y a eu un jugement qui a été prononcé. Le même jugement a permis l'acquittement, a permis à ce que Mike Asenga sorte de prison 48 heures après, parce qu'il était acquitté. Nerubota François, ministre du développement rural, est lui mis en cause. Les papas Yoyo qui étaient impliqués dans cette affaire, Yoyo Abana. Hein? Il faut arrêter les gens tout le temps, il faut faire très attention, ne pas citer. Il est super puissant celui-là. Il est en train de s'acharner sur mon aîné Florimond Mouteba. Papa Tito, Yoyo Abana. Il a été mis hors cause au niveau du parquet général de la Cour de cassation. Sur les 71 millions de dollars versés à l'entreprise de Mike Asenga, il n'y en a eu que 23 millions qui ont été décaissés à la signature sur demande de Rubota. Les 48 millions, c'est Papa Yoyo qui a signé en 3 tranches. Mais il est mis hors cause. Comment m'expliquer ça? C'est lui, sans que le ministre sectoriel concerné ne demande le décaissement. Et chaque fois qu'il a payé à la demande de l'entreprise. Veuillez citer honorable Mike, merci beaucoup. Et dans de comptes bancaires autres que de comptes repris dans le contrat. Mais il a été mis hors cause au niveau du parquet général. Mis hors cause. Et il se trouve que même le chef d'État a pris la parole pour le défendre. Mon Dieu. Kebaï. Ça, j'ai jamais compris ça. Il a pris la parole publiquement pour le défendre. Ça, j'ai pu. Mais j'en donnerai l'explication un jour. Merci beaucoup, honorable Kebaï. Merci pour ces éclairages. Vous pouvez prendre place. Plus rien n'étant à l'ordre du jour. La plénière est levée.